Bonjour à tous, bonne année, meilleurs vœux pour cette année qu'on commence en beauté, donc avec la présentation des résultats de l'édition numéro 6 de la campagne de questions écrites au CAC 40 du FIR. Donc on est ensemble aujourd'hui pour 1h30 et je vais commencer par vous présenter donc l'ordre du jour qui s'affiche à l'écran. Donc on va commencer par un mot d'introduction par Aurélie Bauduin, la présidente du FIR. Ensuite, il y a Louisa Florette, présidente de la commission dialogue et engagement du FIR, qui va nous faire une mise en contexte de l'étude et une présentation des résultats globaux. Ensuite, moi-même, je vous ferai une rétrospective synthétique ainsi qu'une présentation de la campagne de questions écrites 2026, donc celle à venir. Ensuite, on a la chance d'avoir 4 analystes qui ont participé aux 4 questions génériques. Alix Roy de chez Ecofil, Léopold Legros de chez Fitrust, Sacha Talon qui travaille au FIR et Dejan Glavaz qui est directeur de l'Institut AI for Sustainability à l'ESCA. Et on a également la chance d'accueillir Marie-Claire Daveux, directrice des affaires institutionnelles et directrice RSE de chez Kering. Kering qui est l'entreprise top 1 cette année et donc qui va se faire interviewer par Martial Cosette, copilote de la campagne ESG. Et à la fin, évidemment, nous aurons une session Q&A pour que vous puissiez poser vos questions. Voilà, voilà. Donc, sans plus attendre, je laisse la parole à Aurélie, notre présidente. Merci beaucoup. Je suis ravie d'introduire cet événement dans un monde qui est assez complexe. Je pense que tout le monde sera d'accord avec ça, où on voit que la durabilité est remise en cause pour des sujets géopolitiques, notamment de sécurité, mais également politiques et culturels, sans mentionner le backlash ESG dont on parle beaucoup aux États-Unis, et également des enjeux sociaux extrêmement importants et de compétitivité, notamment au niveau européen. Donc cet exercice est d'autant plus important et permet, au-delà des réponses aux obligations réglementaires, d'instaurer un dialogue qui est constructif, avec l'objectif d'aller plus loin aussi sur des réponses qui peuvent être contextuelles, qui peuvent être très qualitatives et qui peuvent être aussi prospectives. Là aussi, avec tous les sujets auxquels on assiste aujourd'hui, de ressources naturelles de plus en plus rares, de chaînes d'approvisionnement qui sont parfois complexifiées. Donc tous ces sujets, de pouvoir les anticiper, là aussi on peut parler d'intelligence artificielle, et de pouvoir, en tant qu'investisseur, avoir ce dialogue constructif d'autant plus important avec toutes les parties prenantes pour sensibiliser les entreprises à ces différents enjeux. Je n'irai pas plus loin et je vais laisser la parole à Louisa pour la suite. Très bien. Merci à Aurélie et à Louia. Bonne année à tout le monde. Donc, moi, je vais vous faire une introduction de cette campagne des questions écrites. Donc, pour ceux qui connaissent ou ceux qui ne connaissent pas, cette campagne a été lancée en 2020. Elle réunit aujourd'hui 33 analystes de la commission dialogue et engagement du FIR. Donc, ça représente au global 7 000 milliards d'encours sous gestion et il consiste à envoyer des questions lors de l'Assemblée générale. Pour une question de formalité, pour que ça puisse être valable la réception des questions, les FIR détient une action de toutes les entreprises qui ont été sollicitées au cours de l'année 2025. Comme Aurélie l'a indiqué, l'objectif principal, on va dire, il y en a deux. Le premier, c'est un levier de transformation. Par le biais de ces questions, on souhaite inciter les entreprises à réfléchir à des questions prospectives. Donc, c'est pour ça qu'il y a beaucoup de questions qui ne sont pas aujourd'hui comprises dans des éléments réglementaires ou des textes réglementaires comme la CSRD. Et le deuxième objectif, c'est d'utiliser cette campagne comme un outil de dialogue. Et on va vous montrer cette année, ou l'année en fait, à la suite de la campagne 2024, on a pu dialoguer avec 4 entreprises qui avaient les notes les plus faibles, mais aussi avec 3 entreprises de plus qui nous sont sollicitées pour détailler ces questions. Donc, cette année, il y a une nouveauté, c'est l'élancement des questions personnalisées, mais en effet, ce qu'on fait d'habitude, c'est d'envoyer des questions génériques. Ces questions génériques répondent à 3 objectifs principaux. Le premier, c'est que ce sont des questions matérielles pour les entreprises, c'est-à-dire qui représentent un enjeu fort pour les entreprises du CAC 40. Elles sont aussi des questions qui ne sont pas intégrées dans les documents réglementaires, comme je l'ai indiqué, mais il y a aussi une dimension prospective. Maintenant, dans les questions personnalisées, on a travaillé sur des enjeux stratégiques pour les entreprises. On a utilisé aussi des controverses. Donc, cette année, on s'est appuyé sur l'entreprise
société des analyses et finances pour identifier ces controverses. Et ensuite, on a aussi on a pu poser une question personnalisée parce que éventuellement, c'est une question qui avait été soulevée par une partie prenante et on considérait que la réponse apportée par l'entreprise n'était pas suffisante. Donc, comment ça fonctionnait en termes pratiques? D'abord, on a identifié quels étaient les 3 ou 5 enjeux les plus importants pour les entreprises. Ensuite, on a fait un vote au sein des analystes qui ont participé. Et après, on a fait une analyse approfondie pour vérifier que les réponses apportées par les entreprises n'étaient pas soit suffisantes ou qu'on pouvait, en fait, on pouvait les donner l'opportunité d'apporter des éclairages. Et c'est comme ça qu'on a rédigé les questions personnalisées et que celles-ci ont été envoyées. Donc, en termes des résultats, on se rend compte que les entreprises s'améliorent d'année en année, que les questions qui ont été posées dans les années précédentes viennent nous apporter en fait des éclairages supplémentaires. Donc, les entreprises prennent compte des questions, ce qui est une très bonne chose. Et on voit qu'il y a quand même une évolution, une maturité de ces entreprises à l'égard des questions abordées. Ensuite, parlons un peu des avantages. En fait, qui sont les principaux bénéficiaires de cette campagne de questions écrites? Donc, tout d'abord, ça permet de communiquer avec les actionnaires de l'entreprise, d'éporter quels sont les intérêts principaux des investisseurs responsables à l'entreprise, à ses actionnaires, au grand public. Ça permet notamment aujourd'hui d'évaluer la transparence. Et c'est là où on insiste beaucoup parce qu'aujourd'hui, cette campagne, elle est très portée sur la transparence. On aimerait bien travailler dans les années à venir sur la qualité des réponses. Et en plus, c'est que la troisième avantage en fait, de cette campagne, c'est que comme c'est une formalité, en fait, on envoie ces questions lors de l'Assemblée générale, toutes les entreprises répondent. Toutes les entreprises se plient à l'exercice, et ce qui est quand même très appréciable parce que ça nous permet d'avoir des réponses à toutes les questions que nous avons soulevées. Ensuite, parlons un peu de ce qui a été renforcé cette année. Donc déjà en 2024, on avait travaillé là-dessus, mais en 2025, on a encore appuyé là-dessus. Tout d'abord, on a travaillé pour les controverses. Donc, on a essayé de nous associer avec Etifinance, histoire de mieux comprendre quelles sont les controverses des entreprises, de bien les recenser, de voir que les réponses apportées étaient suffisantes ou pas. Et en fonction de la réponse apportée par les entreprises, nous avons décidé d'identifier cette question des controverses pour la poser comme une question personnalisée. Nous avons également, on s'est appuyé sur des expertises externes, ce qui nous a permis d'évaluer la qualité des réponses. Donc, non seulement la transparence, mais sur certaines questions, on s'est appuyé sur un expert externe. Et donc, c'est le cas dans le pilier social pour la question du niveau des vies décents. Donc, on s'est appuyé de Daniel Vaughan Whitehead, qui est fondateur des Fair Wage Network, qui est une ONG spécialisée sur la question du salaire décent. Et sur le pilier des gouvernances, on a aussi travaillé avec Diane Glavas, qui est professeur en finance durable et directeur de l'Institut AI for Sustainability de l'ESCA. Et donc, ça nous a permis de mieux travailler la question sur l'intelligence artificielle. Sur le pilier environnemental, nous avons utilisé les scores de l'ANEC, ce qui nous a permis aussi d'évaluer, de mettre en perspective la question sur la sobriété. Donc, un dernier point sur la notation. Donc, cette année, on a travaillé sur une notation plus granulaire, c'est-à-dire que les notes sont arrondies au quart des points. On évalue toujours l'ambition et la transparence. Et on a conservé les étoiles qu'on avait déjà présentées dans les années précédentes. Et surtout, garder à l'esprit, c'est une évaluation en absolu, ce n'est pas une évaluation relative. Donc, on ne dit pas une entreprise par rapport à tout le CAC 40, c'est on a évalué l'entreprise par rapport à ses enjeux et par rapport aux réponses apportées. Il reste néanmoins quelques limites à cette initiative. Donc, il y a des limites liées, on est très, très porté sur la transparence, on aimerait travailler davantage sur la qualité des réponses. Et l'autre chose, c'est qu'aujourd'hui, l'expertise externe nous a apporté ponctuellement sur quelques questions. On aimerait bien élargir cette expertise à d'autres sujets. Donc, tout à l'heure, on va présenter quelles sont les évolutions que cette campagne aura dans l'année suivante. On va changer un peu le format et ce format va être changé notamment du fait de la CSRD.
Et sur les résultats, donc, comme Louia l'a dit en introduction, aujourd'hui, donc, notre leader, c'est Kering, qui arrive en tête du classement avec une note de 2,4 sur 3. On note quand même une différenciation entre les questions génériques et les questions personnalisées. Les entreprises qui ont les meilleures réponses aux questions génériques ne sont pas les mêmes qui apportent les bonnes réponses à la question personnalisée. Donc, sur les questions génériques, on peut noter en tête des classements Kering, L'Oréal et Michelin. Et sur les questions personnalisées, on note que ce sont plutôt Vinci, Orange, Bouygues et Eurofin. Et sur ce, je vous donne la parole pour continuer sur tout le détail de cette campagne. Merci. Merci beaucoup, Louisa. Merci pour cette présentation. Donc, j'enchaîne tout de suite sur la rétrospective depuis 2020, donc depuis 6 ans. Alors, c'est important de noter, ça, on va vraiment le dire, on a changé plusieurs choses dans cette campagne, hein. Comme l'a dit Louisa, déjà, on est passé de 10 questions en moyenne depuis 2020 à 5 questions cette année. On a introduit une question personnalisée, donc on compare quand même les entreprises entre elles sur des enjeux qui sont différents, étant donné que les questions sont propres à chaque entreprise. Donc, toutes les comparaisons qui vont être faites sur les notes sont quand même à prendre avec précaution, puisque ce n'est pas du tout les mêmes sujets pour toutes les entreprises. Et également, pour chaque question, maintenant, on note les entreprises en... Alors, on arrondit les notes au quart de point. Donc, c'est toujours sur 3 étoiles, mais c'est arrondi à 0,25 près. Donc, c'est plus du tout, pas pour les moyennes, mais en tout cas pour les notes par question. Donc, c'est plus comme avant où on arrondissait à l'unité, qui fait que, pareil, les comparaisons sont à prendre avec précaution. Voilà, donc cela étant dit, je continue sur la rétrospective. Donc en 2024, comme le disait Louisa, on a une moyenne de 1,24 sur 3 points. Donc c'est légèrement moins qu'en 2025, pardon, excusez-moi. En 2025, donc cette année, et c'est légèrement moins que l'année dernière, en 2024, où on avait 1,31, mais encore une fois, les comparaisons sont à prendre avec précaution. On est toutefois en hausse par rapport à 2020, où la note moyenne était de 1,04. Et globalement, on a 17 entreprises qui ont vu leur note augmenter et 19 qui ont vu leur note baisser cette année. Et la meilleure note du CAC 40, qui est donc à 2,4, a augmenté de 0,2 par rapport à l'année dernière, puisqu'elle était à 2,2. Voilà, donc je vais maintenant vous parler des 5 questions, donc un peu plus précisément, les 5 questions qu'on pose cette année. Donc le raisonnement par pilier est un peu plus délicat que les autres années, étant donné qu'on a une moyenne de 1 question par pilier et 2 seulement pour le pilier G. Donc je vais toujours raisonner comme ça, mais par contre, il faut bien prendre en compte qu'on n'a plus fait de moyenne par pilier E, S ou G. Donc sur le pilier E, on a la question sur la sobriété qui obtient une moyenne de 1,26 sur 3. Donc, c'est pas mal du tout, c'est une nouvelle question. J'y reviendrai un peu après. Sur le pilier S, on a une moyenne de 1,3 sur 3 points. Donc, c'est une question sur le niveau de vie décent dans la chaîne de valeur qui se rapproche beaucoup, donc qui n'est pas une nouvelle question, qui se rapproche beaucoup de la question sur le salaire décent que le FIR porte depuis 2020. Sur le pilier gouvernance, on a 2 questions. Une question sur les compétences RSE du conseil d'administration, qui est une question qui est posée depuis l'année dernière, j'y reviendrai également après, et qui obtient la meilleure note avec 1,56 sur 3 points. Et l'année dernière, c'était également le cas. Donc, c'est globalement une question sur laquelle les entreprises sont assez matures. Ensuite, dernière question du pilier G, la question gouvernance de l'intelligence artificielle, donc nouvelle interrogation pour cette année, j'y reviendrai également. Et enfin, toujours une nouvelle question, la question personnalisée à chaque entreprise. Donc, sur les 3 nouvelles questions qui ont émergé, les analystes rentreront beaucoup plus dans le détail que moi, mais je vais quand même vous faire une petite vision générale. Donc, la question 1 sur la sobriété, l'idée, c'était vraiment de comprendre, sans aller dans le détail climat, biodiversité, économie circulaire, le trinôme qu'on connaît pour le pilier environnement. C'était vraiment de comprendre la stratégie des entreprises de façon générale, voir s'il y a vraiment une stratégie, une sorte d'anticipation pour l'avenir, et notamment sur des sujets d'anticipation de la production, enfin de production à la juste quantité, etc. Donc des questions vraiment de prospection. Ensuite, sur la nouvelle question, toujours question 4 sur l'intelligence artificielle, l'idée là, c'était vraiment de comprendre, pareil, la vision stratégique des entreprises sur la mise en place d'une gouvernance sur l'intelligence artificielle, étant donné que c'était un sujet très nouveau, qui émerge beaucoup et dont on entend beaucoup parler. Donc comprendre comment les entreprises mettent en place des mécanismes pour anticiper les impacts, notamment sur le pilier S et le pilier E, par l'IA.
Et enfin, la question personnalisée, de laquelle donc a déjà parlé Louisa, donc je vais pas, m'éterniser dessus, mais c'est une question sur laquelle tous les analystes, ont voté à chaque fois pour chaque entreprise pour faire émerger le sujet principal et s'assurer donc que c'était vraiment un sujet sur lequel l'entreprise n'avait pas répondu de façon, on va dire, suffisamment satisfaisante, et pour voilà, pour, comprendre plus de tous les détails, que les analystes et investisseurs responsables, voulaient avoir. Ensuite, sur les questions qui sont encore comparables, on va dire, avec, l'année dernière, on a la question 2 et la question 3. Donc la question 2, comme je le disais, niveau de vie décent dans la chaîne de valeur, c'est une question, sur le salaire décent qui est porté par le FIR depuis 2020, donc depuis sa première campagne. C'est un sujet qui tient à cœur donc du FIR et là, pour le coup, c'est vraiment, on va dire, vraiment focus sur, les salariés, des fournisseurs, des sous-traitants, des franchisés, donc les salariés de la chaîne de valeur hors effectif propre. Donc ça change, de nos autres questions où, pour le coup, on traitait vraiment de tous les salariés, y compris les effectifs propres. Et donc évidemment, vu qu'il y a une hausse des exigences, il y a une petite baisse dans la note globale de 0,1 point par rapport à l'année dernière. Ensuite, la question compétences RSE du conseil d'administration. Question, très importante également, mais sur laquelle, comme je le disais, les entreprises sont déjà matures. Il y a également des obligations qui émanent de la CSRD, donc il y a beaucoup de publications sur le sujet. C'est pas une nouvelle question, mais vous verrez, au moment de la présentation des analystes, c'est pas une question qui sera, reposée l'année prochaine. Voilà. Concernant maintenant les entreprises qui ont le plus et le moins progressé. Donc les entreprises qui ont le plus progressé, sans surprise, donc Kering et Eurofins Scientifique qui obtiennent 0,5 points de plus par rapport à l'année dernière. Airbus 0,45 points, Dassault Systèmes et Pernod Ricard, oui, Dassault Systèmes et Pernod Ricard, 0,4 points de plus. Et donc, c'est que des entreprises qui ont fait des efforts vraiment de rédaction, qui ont pris les questions sous-question par sous-question et qui ont cherché à répondre au mieux aux attentes. Concernant les entreprises qui ont le plus baissé, on a Capgemini, Carrefour, Safran, Total Energy, qui ont baissé soit en raison de renvois vers la documentation publique qui ne répondait pas vraiment aux questions, soit parce que les réponses étaient trop partielles. Concernant maintenant le palmarès, donc on l'a déjà dit, Kering est en top 1 avec 2,4 points sur 3, suivi par L'Oréal avec 1,9 points sur 3 et Michelin avec 1,8 points. Donc ça, c'est vraiment le top 1 sur l'ensemble des questions génériques et personnalisées avec une moyenne pondérée. Ensuite, je vais vous parler rapidement d'une étude qu'on a faite parce que cette année, on s'est rendu compte qu'il y avait beaucoup de renvois vers la documentation publique, ce qui n'est pas négatif en soi, étant donné qu'il y a beaucoup de publications qui sont faites et qui sont très intéressantes. Donc, on s'est quand même posé la question de se dire: «Mais il y a beaucoup de renvois dans certaines réponses et est-ce qu'il y a un lien entre mauvaise note et renvoi?» pour être sûr qu'on n'était pas biaisé dans notre notation et on s'est rendu compte que non, il n'y en avait pas parce qu'il y a des renvois qui sont totalement justifiés. Vous pouvez voir l'étude dans le rapport qui sortira donc à 13h. Par contre, ce dont on s'est aperçu, c'est qu'il y avait des renvois qu'on a jugés ou qu'on a classifiés abusifs. Alors, je ne sais pas si le terme est bon, mais en tout cas, c'est ce terme-là qu'on a pris. On a classé les entreprises en 2 groupes avec 3 cas de figure. Le premier groupe, degré de réponse, donc l'entreprise a répondu, a partiellement répondu, n'a pas répondu. Donc ça, c'est en fonction de la note et voilà. Et le degré de citation, donc faible, modéré, élevé. Faible, moins de 3 renvois par réponse, moyen entre 3 et 6 renvois, fort, plus de 6 renvois. Et je ne l'ai pas précisé, mais on est toujours allé évidemment lire les passages vers lesquels on était renvoyés, les analystes ont toujours été les lire. Donc donc vous voyez à l'écran au niveau du tableau, ce qu'on considère comme un renvoi jugé, j'ai dit abusif, mais c'est excessif, c'est quand l'entreprise n'a pas répondu du tout à la question et que, elle a fait plus de 6 renvois dans sa réponse. Voilà et ensuite les 3 cas en gris, sont au cas par cas et globalement, ce qu'on observe, c'est un écart de 0,8 points, qui a été constaté entre les entreprises qui ont un recours qui est jugé excessif, par les analystes versus les autres qui n'ont pas, de recours au renvoi jugé excessif. Voilà. Concernant la campagne à venir, je parle donc de la future campagne 2026 qu'on est déjà en train de préparer. Donc on aura 4 questions. Toujours, la question personnalisée sur, laquelle, le principe ne change absolument pas, donc ce sera toujours une question personnalisée. Par contre, on change un peu de mode, opératoire sur la question générique
donc les 3 questions génériques. Cette année, on passe à 3. On a 3 sujets, 3 thématiques. Transition juste, qui est corrélée à une campagne qu'on vient de lancer au FIR avec une vingtaine d'investisseurs sur le thème de transition juste. Toujours la question sur le niveau de vie des gens dans la chaîne de valeur pour maintenir ce fil rouge qu'on a avec le salaire décent, et la question sur les impacts sociaux de l'IA, qui est importante également et qui donc rejoint notre question sur l'IA cette année. Le changement dans la campagne, il est vraiment important, c'est-à-dire qu'on ne va plus directement poser des questions aux entreprises, on va leur dire, via un partenariat qu'on fait avec Iceberg Data Lab sur un logiciel d'intelligence artificielle, on va leur dire ce qu'on comprend de leur politique sur ces 3 thématiques, donc transition juste, niveau de vie décent et impact sociaux de l'IA, et leur demander, si besoin, de compléter, de nous donner leurs objectifs à venir, etc. Donc ça va être des questions beaucoup plus prospectives sur leur vision à long terme, moyen terme et court terme. Voilà, je vous remercie beaucoup pour votre écoute. Je vais maintenant laisser la parole aux 4 analystes qui vont nous présenter leurs questions. Et donc la première personne, c'est Alix, il me semble. Donc Alix, c'est à toi. Bonjour à toutes et à tous, j'espère que vous m'entendez bien. Donc je vais vous présenter les résultats de la première des 4 questions génériques qui ont été posées à l'ensemble des entreprises du CAC 40 et qui portaient sur la sobriété, qui est une thématique qui est encore relativement très peu abordée par les investisseurs auprès des entreprises. Et c'était la première année au cours de laquelle le FIR posait une question sur cette thématique. Donc je ne reviens pas sur la genèse de la question, Loulia l'a déjà brièvement introduite. Vous pouvez retrouver le détail de la question donc, sur cette slide. On l'a introduite tout d'abord par la première définition vraiment reconnue de la sobriété qui est proposée par le GIEC. C'est une définition assez récente qui date de mars 2023. Et on a bien précisé aux entreprises quelles étaient vraiment les attentes qu'on avait autour de cette définition. Autrement dit, qu'elle n'inclut pas uniquement ce qu'on appelle la sobriété d'usage, donc liée aux ressources, mais également une réflexion plus globale sur les modes de consommation et de production. Donc cette question, comme vous le voyez, elle se découpe en 4 grandes sous-questions. Globalement, on a demandé aux entreprises si elles estimaient qu'elles intégraient la sobriété dans leur stratégie, si oui, quelles étaient la définition qu'elles en adoptaient, comment elles l'intégraient pratiquement opérationnellement, si elles étaient capables de quantifier cette intégration par rapport à leur chiffre d'affaires, et puis également de revenir sur les principales limites, les principales difficultés rencontrées, ainsi que sur le lien qu'elles établissent entre sobriété et rentabilité. Alors, juste avant de plonger dans le détail de la synthèse, je vous propose juste un petit quiz pour, merci Loubia, pour sonder rapidement votre intuition sur le sujet avec la question suivante. À votre avis, au sein de l'indice, combien d'entreprises déclarent avoir intégré le concept de sobriété dans leur stratégie? Est-ce que c'est une minorité d'entreprises, 9 sociétés? Est-ce qu'il y en a quasiment la moitié, 17? Ou est-ce que c'est une nette majorité avec la réponse C, donc 28 entreprises? Je vous laisse quelques secondes pour y réfléchir avant de vous donner la réponse. Donc la réponse, elle n'est pas forcément très intuitive, c'est la réponse C. On a 28 entreprises, donc une nette majorité donc des entreprises du CAC 40 considèrent avoir intégré la sobriété dans leur stratégie. C'est un chiffre qui peut paraître un petit peu surprenant, et ça c'est lié au premier constat que je voulais vous partager. Ce taux, il s'explique en grande partie par une certaine confusion conceptuelle qui entoure la notion de sobriété. Comme je l'ai évoqué en introduction, en définitive, il y a peu de définitions vraiment harmonisées et reconnues de la sobriété, en dehors de celle qui est proposée par le GIEC et qui, comme je l'ai dit, est assez récente. Et ça va se traduire par un manque d'uniformisation dans la mise en application et le déploiement de ce concept de manière opérationnelle. Parmi les entreprises qu'on a interrogées, on a quand même 9 sociétés qui se sont prêtées à l'exercice d'essayer de proposer une définition qui a été jugée comme étant assez convaincante, puisqu'elles les ont reliées à leurs activités. Mais quand même, ce qu'on a pu constater de manière générale, c'est une large tendance des entreprises à associer la sobriété de manière un petit peu trop réductrice aux notions d'économie circulaire ou d'efficacité énergétique. Alors évidemment, ça, c'est des notions qui sont liées à la notion de sobriété, mais c'est
des concepts qui incluent pas forcément systématiquement une remise en question des modes de production et de consommation, et qui peuvent d'ailleurs parfois, au contraire, et assez paradoxalement, entraîner des effets rebonds, donc une augmentation de la consommation. Donc c'était vraiment très important pour nous que les entreprises soient en mesure d'opérer cette distinction. Globalement, on l'a assez peu retrouvé. Il y a juste BNP Paribas qui a fait de manière explicite une distinction entre sobriété énergétique et efficacité énergétique, mais c'était une des rares à le faire. Maintenant, si on regarde plus en détail, la mise en application de ce concept et des exemples concrets parmi les sociétés avec une approche assez convaincante, sans surprise, on a beaucoup retrouvé des sociétés du secteur du luxe, qui donc, de par la nature de leur secteur d'activité, sont plus à l'aise sur ces concepts et cette thématique, et notamment Kering et LVMH, qui déclinent la sobriété à la fois sur donc l'usage des ressources en travaillant sur leur consommation d'eau, de plastique, d'emballage, mais aussi sur une sobriété d'usage à travers la mise en avant de notamment centres de réparation qu'elles mettent à disposition de leurs clients. S'agissant de la question de la quantification, je vais passer rapidement dessus parce que sans grande surprise, on n'a pas vraiment identifié de pratiques innovantes sur le sujet. L'acteur qui se rapprochait, qui se rapprochait sensiblement le plus d'une quantification pertinente, c'était Veolia, qui était la seule entreprise à proposer un indicateur de chiffre d'affaires lié à l'économie circulaire. Donc c'est pas vraiment ça, mais c'est un début. Et puis, pardon, s'agissant des freins, des principales limites mentionnées, on en a retrouvé 3 grandes, globalement les mêmes. Donc, le modèle économique actuel qui, pour l'instant, apparaît difficilement conciliable avec le principe de sobriété. Un besoin de sensibilisation des consommateurs et des parties prenantes, dont les entreprises dépendent largement pour opérer cette transformation vers un modèle plus sobre. Et puis, un cadre réglementaire qui n'est pas jugé comme suffisamment incitatif et favorable à cette transition. Je conclue rapidement sur la question sur le narratif entre sobriété et profitabilité. Globalement, on a beaucoup retrouvé l'idée que la consommation plus sobre des ressources permettait aux entreprises de générer des gains et des économies assez significatives pour leur modèle d'affaires. Au-delà de ça, les entreprises les plus avancées ont mis en avant la sobriété comme un levier d'innovation, un levier de différenciation. Et ça, c'était notamment le cas de Michelin, qui a beaucoup mis en avant son modèle de pneus vendu comme un service, qui s'appuie sur un modèle d'économie de la fonctionnalité. Et on a également l'exemple de Veolia qui propose des tarifs dégressifs en fonction, qui s'adaptent à la consommation d'eau de ses clients. Avant de passer la parole à Léopold, sur l'avenir de cette question, c'est une question qu'on ne va pas reproposer lors de la prochaine campagne de questions écrites aux entreprises du CAC 40 parce qu'on n'est pas convaincu qu'on obtiendrait des réponses fondamentalement différentes, et on veut aussi laisser le temps aux entreprises de mûrir un peu leur réflexion sur le sujet. Donc voilà pour la sobriété, et je laisse la parole à Léopold qui va donc aborder la question du salaire décent. Bonjour à toutes et à tous, j'espère que vous m'entendez bien. Donc, effectivement, je vais vous présenter du coup l'analyse qu'on a faite des réponses à la question sur le niveau de vie décent sur la chaîne de valeur des sociétés du CAC. Comme l'a rappelé Loubia, donc effectivement, le salaire décent, c'est une notion qui est abordée par le FIR depuis 2020. Qui est désormais relativement bien identifié par l'ensemble des émetteurs concernant leur périmètre propre. Et donc, cette année, on s'est intéressé de plus près à ce qui était fait spécifiquement pour garantir un niveau de vie décent sur la chaîne de valeur des sociétés en dehors des effectifs propres. D'où cette question qui se décomposait en 4 grands volets. Donc en premier, effectivement, les actions mises en place et le périmètre concerné. Et là, on avait précisé aux émetteurs ce qu'on allait regarder donc, dans leur réponse, avec le fait d'avoir une définition, le fait de se rattacher à un organisme de référence, donc les 2 les plus connus, le Fair Wage Network et la Global Living Wage Coalition. En deuxième volet, donc l'identification et la cartographie des obstacles potentiels au versement d'un salaire décent dans la chaîne de valeur. En troisième, l'intégration du niveau de vie décent dans les critères de sélection des fournisseurs et sous-traitants. Et enfin, donc les sous-questions D et E,
le suivi des engagements et la mesure des résultats obtenus, où là, on a eu euh, pareil, des petites précisions effectivement sur ce qu'on allait rechercher dans les réponses des émetteurs. Euh, Avant, donc effectivement, de plonger dans l'analyse, j'ai aussi une petite question pour vous, simplement pour mieux situer concrètement de quoi on parle quand on parle de salaire décent. Donc là, quel est le montant d'un salaire décent selon la définition du Fair Wage Network, hein, qui est une des définitions les plus largement acceptées pour un travailleur au sein d'un foyer composé de deux adultes et deux enfants en région parisienne, donc soit 1,5 fois le SMIC, soit 1,9 fois le SMIC, soit 2,5 fois le SMIC. Sachant que bon, ça change pas grand-chose à la réponse que vous apporterez, mais c'est des valeurs pour l'année 2023 avec un SMIC brut mensuel qui était aux alentours de 1 747 euros. Ouais, beaucoup de réponses B. Effectivement, ouais, c'est ça, hein, donc c'est 1,9 fois le SMIC. Donc pour un foyer de 4 personnes habitant en région parisienne, le salaire décent qui est chiffré par le Fair Wage Network, c'est environ 3 300 euros bruts mensuels. Ce qui est chiffré pour le reste de la France, on est plutôt autour de 2113 euros, donc aux alentours d'1,2 fois le SMIC. Ça illustre quand même bien l'importance de différencier donc ces deux notions de salaire décent et salaire minimum légal, qui sont encore trop souvent confondues dans certaines réponses de certains émetteurs. Vous retrouverez effectivement aussi dans la synthèse, hein, qui sera publiée une comparaison avec Madagascar, où le niveau de salaire décent, pour le coup, lui, il est plutôt chiffré donc, par les mêmes organismes, hein, Fair Wage Network et Global Living Wage Coalition. Il est plutôt chiffré à 148 dollars brut mensuels, et où le salaire minimum légal, lui, est plutôt autour de 50 dollars mensuels. Au niveau donc des résultats, comme l'a dit Loubien, hein, même si les deux séries de questions entre 2025 et 2024 ne sont plus vraiment comparables puisqu'on change de périmètre, si on regarde l'évolution des scores finaux par rapport à l'année dernière, on observe dans les très grandes lignes une progression donc, pour environ un quart des entreprises. Et une baisse pour environ la moitié des entreprises considérées. Les très grandes tendances qui se dégagent, bon, c'est très globalement déjà une appréhension et une intégration de la notion de salaire décent qui est beaucoup plus limitée sur la chaîne de valeur que sur le périmètre propre. Donc sur la première partie de la question, typiquement, on a encore trop peu d'émetteurs, on a une douzaine seulement qui se réfèrent aux meilleurs standards, donc les méthodologies Fair Wage Network, Global Living Wage Coalition, précisément sur le périmètre de leur chaîne de valeur. On a quelques bons exemples d'initiatives déployées spécifiquement auprès des fournisseurs. LVMH qui mentionne l'initiative sectorielle UTAN pour le versement d'un salaire décent dans les métiers de la broderie de luxe en Inde. Il y a l'initiative Cascade aussi de Michelin qui vise à améliorer les conditions de travail et les moyens de subsistance des petits exploitants, petits fournisseurs d'EVA. On a donc, comme je le disais aussi, malheureusement toujours une douzaine d'entreprises qui répondent plus sur le respect d'un salaire minimum légal plutôt que sur la mise en place donc, d'un salaire décent. En termes de cartographie donc des obstacles au versement d'un salaire décent, donc ça c'était la deuxième partie de cette question qu'on a posée. Là aussi c'est encore assez peu mature sur précisément le versement du salaire décent. La cartographie des risques, donc c'est une pratique qui s'est énormément généralisée avec l'entrée en vigueur de la SASRD. Mais donc c'est encore rare qu'on ait spécifiquement la mention d'un salaire décent. On l'a retrouvé que chez 11 émetteurs.
On a valorisé donc, les entreprises qui donnaient des exemples clairs, typiquement comme Schneider Electric, avec donc, des obstacles qui vont être autant donc, parfois les pratiques abusives dans certaines zones à risque donc, de certains fournisseurs, des retards de paiement, des retenues injustifiées sur salaire, du travail dissimulé, des contrats, de l'absence de contrat parfois, mais aussi donc parfois la limite méthodologique qui sont liées aux valeurs de référence utilisées. Effectivement, derrière tout le monde n'est pas forcément d'accord derrière les chiffres que peuvent donner le Fair Wage Network ou la Global Living Wage Coalition sur l'intégration et l'importance donnée au versement d'un salaire décent dans la relation avec les fournisseurs. Il y a quand même un signal positif, c'est qu'on relève 18 sociétés qui indiquent prendre en compte pardon, la notion de salaire décent dans leurs critères de sélection des sous-traitants. Mais donc avec des niveaux relativement différents, on a beaucoup d'entreprises qui diluent ça au sein d'une note RSE beaucoup plus large. On a quand même relevé 6 entreprises, donc c'est Accor, Bureau Veritas, Hermès, Kering, Michelin et Schneider Electric, qui font du salaire décent un critère qui est vraiment déterminant dans leur choix de fournisseurs. Et enfin, comme vous le verrez dans la synthèse qui sera publiée, la dernière partie, donc partie qui est sous question D et E, le suivi des engagements et la mesure des résultats, c'est le maillon qui apparaît comme le plus faible, avec beaucoup de disparités dans les réponses. On a seulement un petit quart des entreprises qui ont véritablement une feuille de route identifiée sur le sujet de la rémunération décente. On a beaucoup d'émetteurs qui citent les audits sociaux qui sont réalisés auprès de leurs fournisseurs stratégiques, mais là encore avec une notion de salaire décent qui est quasiment jamais structurante dans cette évaluation. C'est beaucoup d'évaluations déléguées à des tiers, typiquement les questionnaires EcoVadis. On peut quand même citer donc Danone qui se distingue là-dessus en publiant le pourcentage de fournisseurs non conformes vis-à-vis de l'engagement à verser un salaire décent prévu par son programme de diligence raisonnable Respect. Donc ça, c'est le seul émetteur qui nous a indiqué une mesure vraiment très précise là-dessus. Donc, pour conclure très rapidement, la question donc, du niveau de vie d'essence sur la chaîne de valeur, c'est une question qui est quand même, on le voit en analysant les réponses, qui est quand même pertinente puisque tous les émetteurs sont exposés, que ce soit les sociétés industrielles, les sociétés de l'agroalimentaire ou les entreprises de services. Tout le monde a dans sa chaîne de valeur, donc même une banque va avoir donc, des fonctions support, de gardiennage, de nettoyage, et donc tout le monde est exposé donc, à ce risque de non-versement d'un salaire décent à ses sous-traitants. Et donc c'est une question qui sera à nouveau posée au cours de la prochaine campagne. Donc, je passe maintenant la parole à Sacha qui va vous parler de la troisième question. Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Merci beaucoup Léopold pour la présentation de cette question 2. On peut désormais passer à la question 3 sur les compétences de durabilité au sein du conseil d'administration. Donc c'est une question qu'on a déjà posée l'année dernière, qu'on a reposée cette année, mais qu'on ne reconduira pas l'année prochaine, pour des raisons que Claudia a déjà citées, mais que je vais redire, sur le fait que c'est la question où on a eu le plus de renvois vers la documentation publique. Et ça, c'est dû aux normes CSRD qui sont arrivées, plus particulièrement le 7.1 sur la gouvernance. Et donc on cherche, l'objectif de cette campagne aussi, c'est d'aller voir un peu les zones d'ombre sur la transparence des entreprises, et donc on va essayer de chercher d'autres sujets que celui-là. Pour cette question, donc, a été composée de 4 sous-questions. La première sous-question, on cherchait un peu on a demandé aux entreprises si elles publiaient une matrice des compétences d'administrateur, ce qui n'est pas le cas pour toutes. Si cette matrice est nominative, et on est aussi venu interroger la granularité de cette matrice, savoir si on allait un peu plus loin que RSE, ESG ou durabilité uniquement pour les compétences, et si on avait une destination qui était un peu plus importante. La deuxième sous-question portait sur la justification de ces compétences. Quels étaient les prérequis que les entreprises posaient pour que les administrateurs puissent se dire compétents sur tel domaine? La troisième sous-question portait sur
eh bien, le parcours un peu des administrateurs. Comment est-ce qu'on lie les compétences qui sont citées avec le parcours des entreprises et comment ça, des administrateurs, pardon, et comment ça le justifie. Et enfin, la dernière sous-question, c'était une question de transparence où on venait demander aux entreprises si elles publiaient une biographie qui était liée avec les compétences de durabilité des administrateurs, mais également des questions sur les formations. Quel type de formation, interne, externe, à quelle fréquence, est-ce qu'elles étaient obligatoires, et également le mode d'évaluation des administrateurs. Est-ce qu'ils s'auto-évaluent sur leurs compétences? Est-ce qu'on a une évaluation d'un tiers externe? Voilà. Donc on peut passer à le petit quiz habituel pour chacune des questions, avec la question suivante. Selon vous, sur la base des déclarations faites par les entreprises du CAC 40, quelle est la part d'administrateurs jugés compétents en matière de durabilité? Donc on a soit 46%, soit 68%, soit 73%. Et petite précision, ici, on parle bien des administrateurs hors représentant les salariés. Donc voilà, je vous laisse quelques secondes pour répondre. Et donc, la réponse à la question était la réponse C. Effectivement, 73% hors administrateurs représentant les salariés sont déclarés compétents en matière de durabilité, ce qui représente une hausse de 9 points par rapport à 2024. On était à 64%. C'est une hausse qu'on peut peut-être expliquer par l'arrivée de ces normes. On a une plus grande transparence qui, de façon assez paradoxale, finalement, a amené les entreprises à peut-être pousser plus pour que, enfin, montrer que leur administrateur était compétent, parce qu'ils étaient obligés de faire ces matrices. Ce qui pose un peu et qui confirme le risque de board washing qu'on a au sein du CAC 40. Effectivement, on n'a que 45% des entreprises qui essaient de justifier les compétences de leurs administrateurs. Et personnellement, nous avons jugé que uniquement 28% des entreprises du CAC 40 avaient des justifications solides pour ces compétences. Donc on a ce risque de board washing qui est vraiment présent. Et c'est aussi pour ça qu'on tient à vraiment féliciter des entreprises comme Stellantis qui ont eu eh bien, une tendance à l'inverse de ce qu'on peut voir là, à baisser le nombre d'administrateurs compétents au sein de leur conseil d'administration en revoyant les prérequis jugés pour ces compétences. Et donc, ils sont passés de 8 à 5 administrateurs compétents. Et donc, les 5 administrateurs restants qui sont jugés compétents, on peut du coup se dire qu'il y a une crédibilité renforcée en fait de cette compétence. Donc voilà pour ça. Maintenant, pour vous parler des résultats plus larges de cette question. Donc on a donc une moyenne qui est de 1,56 sur 3. Donc on a quasiment une baisse quand même de 0,2 points par rapport à l'année dernière. On était à 1,75. Mais on reste sur la question avec la meilleure note. Donc on est quand même sur le sujet parmi les questions qu'on a posées où la maturité du CAC 40 est la plus grande. Et c'est aussi pour ça qu'on va changer de question l'année prochaine. Pour la répartition des notes, on a pu voir un peu un glissement qui s'est fait vers le bas. On avait 8 notes qui étaient à 3 étoiles l'année dernière. On passe à 3. Pour les notes à 2, on reste à peu près similaire. On était à 17 l'année dernière, on est à 16 cette année. Et c'est là où on voit une grande augmentation, c'est qu'on est passé de 12 notes à 1 étoile l'année dernière à 19 cette année. Et donc on est passé de ce glissement, il s'est fait de 3 à 2 et de 2 à 1. Parce que pour le coup, par contre, pour les notes à 0 étoile, on n'a pas beaucoup modifié, on a même baissé. On est passé de 3 notes à 0 étoile à 2 notes à 0 étoile. Et pour les meilleures notes sur cet exercice, on peut féliciter Kering, Michelin et Publicis qui ont su tirer leur épingle du jeu. C'est tout pour moi. Diane, je te laisse la parole pour la question 4. Merci beaucoup. Alors, moi, je vais parler de la question sur l'intelligence artificielle qui est nouvelle. Je tiens à préciser que c'est le fruit d'un beau travail collectif avec Martial Cosette qui va se présenter, intervenir après moi, Nicolas Hess de CIC Market Solutions et Augustin Vincent de Mandarine Gestion. Donc, moi, je parle au nom de ce groupe-là. Alors, comme vous le savez, l'arrivée de ChatGPT en 2022 a ouvert l'IA générative au grand public. Donc, c'est une technologie qui est tout à fait récente. Si on prend le cas de technologies précédentes, l'écart entre le boom de productivité et l'émergence de la technologie a été de 20 ans. Donc, si on prend par exemple le cas du moteur électrique ou de l'ordinateur,
Donc, il est important aussi de lire notre analyse avec prudence parce qu'évidemment, les entreprises sont en phase d'appropriation de la technologie. Alors, ce qu'on sait aussi, voilà, je tenais à faire un peu de contexte pour expliquer aussi les questions. Ce qu'on sait aussi, c'est que l'Agence internationale de l'énergie prévoit un doublement de la consommation d'électricité des centres de données, notamment lié à l'émergence de l'intelligence artificielle. On s'attend aussi à un doublement de la consommation d'eau par les centres de données. Alors, ce qu'il faut savoir, c'est que c'est un vrai enjeu. Deux tiers des centres de données américains se situent dans des zones à fort stress hydrique. On s'attend à des conséquences sociales aussi, hein, de l'émergence de l'IA. On a déjà documenté 13% de déclin d'emploi chez les jeunes, si on prend une étude de l'université de Stanford qui est liée à l'IA. Puis finalement, ce que l'on sait aussi, c'est que la chaîne de valeur de l'IA est très concentrée, qu'il s'agisse de ceux qui conçoivent les modèles, donc en termes de conception des modèles dits fondations. On a aujourd'hui quatre principaux acteurs qui représentent environ 85% du marché IA des entreprises. On a trois grands fournisseurs de cloud qui représentent plus de 60% du marché du service cloud. Finalement, on a la mise en place progressive de réglementations, notamment le EU AI Act. Tout ça appelle à la mise en place d'une gouvernance au sein des entreprises pour faire face à ces défis. Et donc, c'est pour ça que finalement, cette question a été placée au sein du pilier gouvernance. Alors, les questions, elles ont beaucoup porté justement sur ces défis-là, comprendre en fait comment les métiers sont affectés aujourd'hui, comment ils le seront demain. Si aujourd'hui l'impact en termes énergétiques et de consommation hydrique de l'IA est mesuré, parce qu'on n'est pas encore en phase de pilotage, on est vraiment sur la question de la mesure. Une question en termes d'emploi et de pratiques éthiques. On sait que la question éthique est très importante, notamment dans certains secteurs, comme le secteur bancaire. Et puis finalement, les questions, alors c'est un peu lié à la souveraineté, les questions qui sont liées à ce que j'évoquais sur la concentration de marché, c'est-à-dire celle de la dépendance vis-à-vis des fournisseurs. Alors on peut passer à la question, petite question qu'on avait pour vous. Donc selon vous, quelle part des entreprises ne communique aucun chiffre sur les impacts énergétiques de l'IA ou de l'IT en général? On parle de l'IT en général. Je vous laisse un tout petit peu de temps. Ok, ok, d'accord. La plupart des répondants ont eu la bonne intuition. Donc, il s'agit effectivement de 82,5% des entreprises qui ont répondu, donc des entreprises du CAC 40. Alors, cette question, en fait, reflète pas forcément un manque de volonté. Beaucoup d'entreprises, dans les réponses, ont exprimé une volonté de mesurer l'impact énergétique de l'IT ou de l'IA. Mais beaucoup de répondants nous disent qu'ils ont obtenu peu d'informations de la part de leurs fournisseurs, fournisseurs SaaS, fournisseurs cloud. Donc j'en profite aussi pour rappeler qu'il existe des outils open source comme Code Carbone, Carbon Tracker ou Eco2AI qui vous permettent à minima de formuler des estimations sur les émissions de CO2 liées aux algorithmes. Donc on peut citer notamment alors, quelques bonnes pratiques, le cas d'AXA, qui a un programme numérique éco-responsable qui a été mis en place dès 2020. Ce qui est assez intéressant dans ce cas pratique d'AXA, c'est qu'ils sont assez vite portés sur la mesure d'empreinte carbone du numérique avec des données chiffrées, un pilotage à 2030 et des objectifs publics. Ce qui est aussi intéressant dans leur approche de la question, c'est qu'ils se sont aussi intéressés à la consommation en eau des centres de données, ce qui est extrêmement rare. Si on regarde
le cas des entreprises du CAC, mais des entreprises de manière plus générale. On peut aussi citer le cas de Kering, qui a mis en place plusieurs exercices d'optimisation de la consommation des ressources en cloud. Puis finalement, un cas assez intéressant, c'est celui de Renault, qui n'est pas simplement un cas d'IA responsable, mais d'usage de l'IA pour atteindre des objectifs de durabilité. Alors, ils utilisent notamment l'IA dans l'optimisation des chaînes logistiques. Donc, on peut passer maintenant aux notes. Alors évidemment, comme ça a été le cas sur d'autres critères, Kering a obtenu une excellente note sur notre question. Euh, alors ce qui a vraiment été marquant dans les réponses de Kering, c'est la maturité vis-à-vis de la question sociale. C'est-à-dire que dans les réponses que l'on a obtenues de la part de Kering, il y a eu un détail assez fort qui a été fourni sur les métiers impactés et surtout quels métiers ne seront pas impactés. Donc ce qu'on observe, c'est vraiment une réflexion sur la place de l'humain vis-à-vis du développement de ces technologies, une réflexion assez poussée qu'on ne retrouvait pas forcément dans beaucoup des réponses qui nous ont été fournies. On peut aussi citer d'autres, évidemment, bonnes pratiques, notamment le cas d'Accor qui a assez vite impliqué son CSE, a mis en place un comité IA responsable, a mis en place des équipes data privacy liées à l'IA. On a aussi le cas de Safran qui a créé un observatoire des impacts et un comité éthique IA. Et puis finalement, un cas assez intéressant de la BNP qui a créé des postes Responsible AI Officer. Donc c'est assez important voilà, dans la gouvernance d'avoir des postes dédiés à ces problématiques. Ce que j'aimerais dire pour terminer, c'est en fait, ce que reflètent les réponses à nos questions, c'est qu'il y a quatre grands défis qui ressortent en fait de l'émergence de l'IA au sein des entreprises, et notamment des entreprises du CAC. C'est le premier défi, celui de la mesure des impacts énergétiques, et notamment la problématique de l'opacité des fournisseurs. Il y a vraiment un travail collectif des entreprises à faire pour pousser les fournisseurs à leur fournir davantage de données. L'impact social, alors ce qui est assez intéressant, c'est que dans beaucoup de réponses, il y a un focus assez fort qui est fait sur la formation. Donc quand on parle d'impact social, quand on pose la question de l'impact social, la réponse qui nous est souvent donnée est celle de la formation des collaborateurs. Ce qui semble un peu marquant, c'est l'insuffisance de travail, de réflexion sur l'évolution, sur les perspectives des métiers. Alors là-dessus, par exemple, BNP a été assez voilà, pionnier en proposant des tâches et puis des missions qui seraient directement affectées par l'intelligence artificielle. Donc avec une réflexion vraiment assez granulaire sur les tâches. La question de l'éthique est aujourd'hui encore très déclarative. C'est-à-dire beaucoup d'entreprises, enfin celles qui ont vraiment traité la question, nous disent avoir mis en place des chartes, mais peu parlent de la mise en œuvre de ces chartes. Comment est-ce que, voilà, elles seront mises en pratique? Et puis finalement, le dernier défi qui est lié en fait au contexte actuel, un contexte géopolitique assez compliqué, qui est celui de la dépendance technologique. Seulement 16 entreprises reconnaissent explicitement ce risque, donc de dépendance technologique sur la question de l'IA. Il y a des réponses, la diversification des fournisseurs, le développement de compétences internes, le développement, l'usage de solutions open source. Et donc, ce qui est voilà, assez marquant dans les réponses, c'est que cette question de dépendance aujourd'hui est peu traitée. Quand elle est traitée, on nous parle beaucoup voilà, de Mistral comme de la solution à la dépendance. Voilà, si on peut regarder la question de manière un peu plus large, la dépendance technologique, c'est pas qu'une question de
prendre tel fournisseur qui est un fournisseur européen, mais plutôt se poser la question de la diversité des fournisseurs et de la dépendance de ces fournisseurs pour mettre en œuvre ces projets. Voilà, donc j'en terminerai là-dessus et je passe la parole à Martial, qui est copilote de la campagne. Merci Léane, et merci tout le monde également de votre présentation. Aujourd'hui, on a le plaisir d'accueillir Marie-Claire Daveu, directrice de développement durable et de relations institutionnelles de Kering depuis pas mal de temps. Nous avons, c'est très important hein, cette séquence finale parce que finalement, ce qu'on cherche également à faire, c'est de pouvoir inspirer tous les auditeurs qui nous suivent là, les personnes qui ont participé à ces travaux. Et donc, vous avez compris, hein, vous êtes sur la première marche. Merci. Donc, il y a un petit enjeu aussi, une petite pression. Oui, mettez-moi bien le stress juste avant de démarrer. Donc, votre témoignage va être très utile également, je pense. Et puis, à la fin de cette session, je crois qu'on consacre 20 minutes hein, de dialogue et une dizaine de minutes plus un champ qui sera ouvert pour pouvoir répondre à vos questions par la suite et également vos remarques également. Donc, on a sélectionné 3 questions. La première porte sur ce qui nous intéresse, c'est de savoir comment ça se passe pour vous, parce que finalement, on sent que parfois on est un petit peu, on embête un petit peu hein, les entreprises avec nos questions. Alors, on triche aussi un petit peu dans la mesure où on ne se contente pas d'envoyer les questions simplement 4 jours ouvrés avant la date de l'Assemblée générale, mais plusieurs semaines, voire plusieurs mois auparavant, parce que de toute façon, c'est tout bénef, puisque finalement, ça vous permet de mieux travailler, de mieux préparer les questions et d'apporter des réponses plus pertinentes. Alors, donc sur on a la chance aussi hein, d'avoir en France cette loi qui autorise chaque actionnaire à pouvoir rentrer un petit peu dans l'intimité des entreprises, en période où le dialogue actionnarial subit des vents un petit peu contraires, hein, particulièrement outre-Atlantique, mais aussi en Europe, il ne faut pas se le cacher. Et donc c'est très important pour nous de pouvoir bénéficier, de pouvoir faire en sorte que ça puisse avoir le maximum de valeur. Alors, la première question porte sur comment vous recevez ce travail, comment vous travaillez. Enfin, on veut rentrer un petit peu dans les coulisses, si vous préférez, un petit peu dans les coulisses, et puis aussi avoir votre avis. Qu'est-ce que ça vous apporte? Et puis, si vous avez envie de nous faire des petites remarques et des petites suggestions, n'hésitez pas. D'accord. Bon, tout d'abord, bonjour à toutes et à tous. Je me permets de vous présenter aussi mes meilleurs voeux et de vous souhaiter plein d'énergie. Ça a été dit dans les propos introductifs de la présidente. Les sujets ESG, développement durable, quelle que soit la sémantique, on a besoin de beaucoup d'énergie pour continuer à les pousser à la fois dans nos entreprises et en dehors. Et puis, merci. Et évidemment, nous sommes ravis d'être classés, je dirais, en numéro 1 pour cette année. Alors, pour répondre à votre question, d'abord, au sein d'une entreprise et au sein de Kering, quand on reçoit le questionnaire, se met en place sous la houlette en fait, de mon équipe un travail collectif et collégial. Vous l'évoquiez, vous avez une action, c'est dans le cadre de l'Assemblée générale donc, qui est managée par la direction juridique, mais ensuite, question par question, on va faire intervenir l'ensemble des départements qui sont concernés. Donc, ça va être évidemment en lien avec la communication financière, les ressources humaines, les départements qui vont suivre le digital, la partie évidemment environnementale, la partie juridique. Donc, bref, c'est un travail qui est collectif. Et déjà, rien que par ça, c'est une vraie plus-value d'avoir ce type de questionnaire parce que ça permet aussi, sur un certain nombre de sujets, de se faire entre nous un update et d'avoir l'occasion aussi d'échanger. Vous savez bien, dans les grands groupes, un des sujets majeurs, c'est d'éviter que les uns et les autres travaillent en silo. Donc, tout ce qui permet en fait de créer du lien est bon. Deuxièmement, nous, on utilise en fait de la donnée qui est de la donnée publique.
C'est important à la fois dans un souci de transparence, mais aussi dans un souci en fait de cohérence et d'approche globale, puisque évidemment le FIR, vous nous posez des questions, mais on a aussi en fait d'autres ratings, rankings ou questionnaires, et donc c'est important aussi d'avoir cette base de données quantifiées. Moi, je crois beaucoup à la donnée quantifiée au-delà du qualitatif, quand c'est possible. On y reviendra peut-être sur l'IA, donc ça, c'est important. Et puis pour nous, qu'est-ce que ça nous apporte? Vous l'évoquiez aussi dans votre propos introductif, c'est intéressant pour un grand groupe, et depuis en fait le conseil d'administration jusqu'aux équipes sur le terrain, de savoir qu'est-ce qui intéresse en fait les investisseurs, sur quel point ils souhaitent en savoir plus. Est-ce qu'il y a, par rapport à l'actualité, à la géopolitique, à ce qui se passe dans le monde, des sujets particuliers qui, à cette époque, attirent plus votre attention, et où nous-mêmes, on est challengés, parce que ça a été vu par les intervenants précédents. Il y a des sujets où ce n'est pas parfait, mais on voit que collectivement, il y a eu des progrès qui ont été faits. Donc pour nous, c'est important. C'est important pour répondre côté investisseur, côté communauté financière, mais c'est aussi important, par exemple, pour moi et mon département, dans le dialogue avec les dirigeants, que ce soit en fait notre CEO, que ce soit les membres du comité exécutif, ou évidemment avec le conseil d'administration. Donc, on reçoit ça, et c'est sans flagornerie extrêmement positivement, et ça nous permet, j'en arrêterai là aussi, c'est pour ça, alors, moi je suis la première à dire, il faut aussi, quand il y a des questionnaires, en termes d'efficacité pour les équipes, voyez, d'être le plus efficiente possible. Donc, c'est vrai qu'on peut envoyer vers des renvois, mais on regarde bien si ces renvois sont pertinents ou pas. Et parfois, sur certaines questions, ça nous amène aussi à faire un travail de dire, est-ce qu'on est suffisamment clair, est-ce qu'on est suffisamment explicite, etc., dans nos propres formulations. Donc, d'où le fait qu'il puisse y avoir un certain nombre de petits amendements, mais qui sont plus, voyez, liés à la sémantique, etc. Donc oui, c'est extrêmement positif. Et après, si vous me demandiez, je pense que c'est extrêmement important que vous donniez aussi le feedback aux entreprises, parce que parfois on peut être sollicité à droite, à gauche et répondre, et si on n'a pas le feedback, vous voyez, quelque part, on se dit, bon, bah, c'est super, mais qu'est-ce qu'ils vont faire de toute cette donnée et comment elle est utilisée derrière? Et on voit bien qu'avec, et ça rejoint le point de tout ce que peut permettre l'intelligence artificielle, on est content quand même de se dire, c'est pas juste de l'intelligence artificielle qui va, par exemple, traiter les réponses, mais derrière, il y a une vraie valeur ajoutée, il y a un vrai feedback qui est donné à l'entreprise. Et donc, ça nous permet aussi d'essayer de progresser en fait d'année en année. Donc, oui, alors donc on a tous compris, hein, c'est peut-être que le FIR, pour concevoir ces questions, d'abord sollicite ses analystes, va fureter dans les rapports annuels, mais qui ne sont pas publiés en général. C'est celui de l'année précédente qui est publié au moment de la conception des questions. En ce qui vous concerne, ça brasse en interne. Participe à ce brassage, très bien. Ça brasse, mais de façon efficace. Hein. Oui, mais le brassage, c'est efficace. Alors, quant au feedback, je ne crois pas qu'on en ait parlé, effectivement, mais je crois que systématiquement, tous les ans, il y a on propose aux sociétés qui ont répondu au questionnaire de pouvoir avoir une espèce de petit bilatéral. C'est important, c'est très important. Pour pouvoir voir un peu, ça dure, je ne sais plus, 4 heures, 1 heure, d'habitude, pour pouvoir justement faire un retour. Alors, deuxième question qui porte là sur le salaire décent. Oui. Alors, quand on laisse salaire décent, on pourrait dire rémunération décente, parce qu'il n'y a pas que des salariés dans la chaîne d'approvisionnement, il y a des fois des petits agriculteurs, des paysans, etc. Ce n'est pas un thème nouveau, c'est pas du tout un thème nouveau, et d'ailleurs, ce n'est pas un thème nouveau pour le FIR, ça fait 6 ans qu'on travaille sur la question. C'est quelque chose qui est apparu peut-être au départ de la RSE, au début des années 90. Alors à l'époque, c'était plutôt les sociétés d'articles de sport, Nike, Reebok, etc., Puma, qui a fait partie à un moment du groupe Kering, et les choses ont un petit peu évolué. C'est assez complexe, hein, on l'a vu dans la présentation. C'est pas la même chose, un salaire décent à Paris et puis à Montpellier, j'imagine, ou à Biarritz ou dans d'autres régions.
Ça peut toucher les pays, pas seulement les pays en développement. Peut-être vous pourrez nous toucher un mot de l'action du procureur Storari dans le nord de l'Italie, là, qui effectivement essaie de mener une petite campagne manipulée à sa manière. C'est aussi compliqué parce que on a des chaînes d'approvisionnement qui ne sont pas simplement de rang 1, et puis également comment les trouver sur place. Voilà. Alors, en ce qui nous concerne, la question qu'on voudrait vous poser, ou les questions qu'on voudrait vous poser, c'est qu'est-ce qui vous paraît important, plus important en termes d'attention, on va dire, sur ce problème très complexe. Et également, en ce qui vous concerne, peut-être les prochaines étapes qui vous paraissent nécessiter d'être creusées au niveau de cette question-là. Alors, ça a été dit, d'abord, vous l'avez évoqué, c'est un sujet qui n'est pas nouveau. Moi, je vais vous répondre évidemment sous l'angle de Kering. Et là, on voit aussi que cette thématique, en fait, en fonction de vos chaînes d'approvisionnement, de la localisation des chaînes d'approvisionnement pour les entreprises, les réponses, l'objectif peut être le même, mais les réponses et en tous les cas, les difficultés peuvent être diverses. Peut-être juste avant de répondre précisément à la question, il faut bien avoir en tête que quand on est dans le secteur du luxe, le produit final qui est vendu, il repose sur deux piliers. Et moi, j'aime bien dire, quand on voit en fait les fashion shows, etc., les personnes voient la beauté des produits, mais derrière, il y a le pilier environnemental. Sans les matières premières et sans la préservation de l'environnement, on ne peut pas faire ces produits-là. Et puis, il y a l'autre pilier et qui va venir sur le salaire décent, qui est vraiment le pilier social. Si on n'a pas des talents, si on n'a pas les savoir-faire, etc., rien n'est possible et on ne peut pas faire ces produits de haute qualité. Donc, le sujet en fait du salaire décent, c'est un sujet sur lequel le groupe, depuis très longtemps, s'est engagé, qui est aussi au cœur en fait de la stratégie du groupe et qui est au cœur de la stratégie de développement durable. Quand j'évoquais en fonction en fait des secteurs, c'est pas la même chose. Pour vous donner des ordres de grandeur, chez Kering, ce qu'on appelle les fournisseurs en fait de rang 1 et de rang 2, 81% en fait de nos fournisseurs sont basés en Italie et vous avez une très grande majorité, plus de 90%, qui est basée en Europe. Donc on a, quand vous êtes chez Kering, une chaîne en fait de fournisseurs qui est quand même très européenne avec ce 81% qui est basé en Italie. Après, ce qui est important, c'est, comme sur tous les sujets, quand on parle de développement durable chez Kering, on essaye d'avoir une approche pragmatique. Donc, vous voyez, maintenant, il y a déjà plus de 4 ans, on a créé en fait une équipe qui est au sein de mon département, qui est vraiment sur les aspects en fait sociaux de cette partie supply chain pour voir les thématiques salaire décent, mais pas simplement, c'est tous les critères sociaux de la supply chain et qui travaillent, encore une fois, dans une grande collégialité avec les opérations, mais également avec le juridique. Et nous, quand on parle aussi de nos fournisseurs, évidemment, le salaire décent est clé. Mais il faut bien avoir en tête, encore une fois, et c'est lié peut-être spécifiquement à notre secteur, que les entreprises, tout particulièrement quand on travaille avec les entreprises, c'est 81% ces entreprises italiennes, vous avez un côté très artisanal. Une très grande majorité, c'est une quarantaine de salariés. Donc, le salaire décent, il est aussi, en fait, dans toutes les formations, dans tous les échanges que l'on a, vous voyez, avec nos fournisseurs, sur surtout cette dimension de c'est quoi, vous êtes un fournisseur qui allait travailler avec une des marques du groupe Kering. On attend de vous ces aspects-là sur les sujets environnementaux et on est prêt à vous aider et à vous accompagner. Et sur les sujets sociaux, vous avez aussi des sujets sur le bien-être au travail, sur le salaire décent, sur l'aspect sécurité, etc. Et quand vous êtes dans une tannerie, on n'est peut-être pas le groupe le plus industriel en termes
de santé et de sécurité, mais vous manipulez des produits chimiques, vous êtes exposé aussi à des objets tranchants, etc. Donc, il y a tout cet écosystème qui est pris en charge. Donc, nous, là-dessus, ce que l'on essaye, et ça a été évoqué par l'intervenant, c'est d'abord déjà d'avoir une bonne connaissance par une bonne cartographie et un bon accès à la donnée. Donc, on le voit, il peut y avoir des variabilités très fortes. Les exemples étaient donnés pour la France. C'est vrai pour l'Italie, en fonction de si vous êtes dans la capitale, si vous êtes à Florence, à Milan, ou si vous êtes dans d'autres régions de l'Italie, vous pouvez avoir des variabilités très importantes. C'était donné l'exemple de Madagascar, mais on voit par exemple, si vous prenez du packaging qui va venir de Chine, en fonction de la province où vous êtes, vous avez une grande variabilité. Donc déjà, il y a un sujet qui est très important sur lequel les équipes travaillent, c'est d'avoir une vraie connaissance de qu'est-ce que ça veut dire le salaire décent, quel est aussi l'encadrement juridique local qui peut être de la province, qui peut être du pays, etc., de telle sorte à avoir une bonne connaissance au niveau de nos fournisseurs. Et c'était aussi évoqué qu'il n'y ait pas de confusion entre le salaire qui est le salaire légal, le salaire réel et le salaire décent. Donc, il y a tout ce travail qui est fait de cartographie, de connaissance des données. Ensuite, il y a de l'intégration dans la demande qui est faite vis-à-vis de nos fournisseurs, donc qui va du macro que va être le code d'éthique, qui va être ensuite inclus dans la charte de fournisseurs et qui va être aussi dans les principes et dans la relation contractuelle avec le fournisseur en question. Et ensuite, ce qui est important, et ça, je dirais, c'est vrai sur le salaire décent, mais c'est vrai sur l'ensemble des sujets quand vous travaillez avec la supply chain, c'est de vérifier que ce qui est demandé, qui est mis dans les écrits, soit en fait implémenté et soit vraiment réel sur le terrain. Et c'est pour ça que je ne suis pas étonnée quand l'intervenant a expliqué que beaucoup d'entreprises communiquent autour en fait de leurs audits et du contrôle sur le terrain, parce que de la même manière, moi je dis toujours qu'on ne peut pas mettre, et quand j'interviens à l'Assemblée générale, c'est ce que j'explique, c'est qu'on ne peut pas mettre en fait un policier ou un gendarme derrière chaque citoyen français, on ne peut pas mettre quelqu'un de chez Kering ou un auditeur derrière en fait chaque fournisseur. Donc, c'est pour ça que c'est important de faire ces audits, de contrôler. Mais en plus de ça, c'est vraiment important que quand on a ces échanges de suivi de formation, de faire aussi en fait changer la culture qui va de vous faites attention à vos émissions de gaz à effet de serre, mais vous faites aussi bien attention à ces sujets en fait de salaire décent et tout cette suivi, cette formation, cette pédagogie qui permet en fait de changer les choses. Et puis après, alors vous le savez, ça c'est une particularité, je ne dirais pas c'est une particularité, mais depuis très très longtemps, sous l'impulsion de François-Henri Pinault, on s'était mis sur ce sujet de dire il faut travailler de manière collective si on veut vraiment changer de paradigme et changer les choses en profondeur. Vous avez beau être Kering, vous avez beau être un grand groupe, on ne peut pas tout changer tout seul, parce que c'est vrai que certains fournisseurs peuvent travailler pour des concurrents ou peuvent travailler pour d'autres entreprises. Et donc, c'est important d'avoir une approche collective et partagée. Donc, c'est pour ça que sur ces aspects-là de salaire décent, sur ces aspects en fait sociaux, on travaille par exemple avec la Fédération de la mode qui a lancé en fait tout un travail collectif sur le salaire décent. Donc, on met au pot commun ce que l'on fait véritablement pour partager. Et ensuite, on voit, et d'ailleurs, par rapport, alors vous parlez des sujets, moi je ne vais pas élaborer sur les sujets d'actualité, parce que plus largement, on voit, et c'est une bonne chose, qu'il y a un souci en fait de transparence sur ce que les entreprises font sur ce sujet-là, tant au niveau français, au niveau européen, mais aussi, et pour moi c'est clé, de la part en termes de demande du consommateur. Les clients, grâce aussi je dirais à la transparence des réseaux sociaux, de ce que les médias font, ce sont des sujets sur lesquels
il s'intéresse de plus en plus sur comment ça se passe dans la chaîne en fait, d'approvisionnement. Alors, pour être tout à fait honnête, pas spécifiquement sur le salaire décent, mais globalement tant sur l'aspect social que sur l'aspect environnemental. Et puis, on voit bien que comme tous ces sujets, et pardon, j'extrapole, parce que pour nous, c'est évidemment le salaire décent un pilier important, mais comme un peu le reste, on voit que les maisons, les groupes sont de plus en plus sensibles au fait que vous pouvez détruire en fait votre brand equity, vous pouvez détruire votre image si ces sujets-là ne sont pas pris en charge, ne sont pas traités. Donc, moi, je reste assez positive sur le fait qu'il y a un vrai mouvement et étant totalement consciente de la responsabilité qu'a le secteur du luxe, comme on dit, quelque part, on est un influenceur, on pose des tendances, donc de montrer que c'est possible, que c'est faisable. Après, c'est un sujet qui est assez compliqué en termes de terminologie. Vous voyez, ce matin, dans la présentation, vous avez toutes des discussions, mais je ne rentrerai pas dans le détail, de savoir s'il est ajusté, non ajusté, etc., qui sont aussi des thématiques où il peut y avoir des sensibilités, en fait, différentes. Et donc, c'est des choses qui sont en train de changer, mais qui nécessitent, en fait, une implication. Et les prochaines étapes, c'est step by step de continuer à progresser. Juste pour vous donner quand même qu'il y a du quantitatif derrière, nous, on a fait en 2023-24 en fait une étude qui a permis d'évaluer les écarts. Donc, vous voyez ce que je vous dis entre salaire réel, salaire minimum et puis salaire décent sur plus de 100 fournisseurs de Kering pour vraiment aussi mettre une réalité derrière. Et déjà, pour collectionner toutes les données, etc., c'est un travail en fait qui est assez colossal. Ça paraît très simple quand on le dit comme ça. On peut se dire pour un grand groupe, c'est très simple à faire. Non, c'est pas si simple à faire parce qu'encore, n'oublions pas qu'un fournisseur peut travailler pour plusieurs entreprises. Merci. Alors, effectivement, pourquoi pas, il y aura possibilité de poursuivre le débat si jamais les personnes le souhaitent. Effectivement, vous avez parlé de transparence, hein, c'est vraiment absolument primordial. Alors, il y a des choses qui avancent en termes de transparence. Il commence à y avoir des entreprises qui donnent carrément la liste de leurs fournisseurs. Ça n'a pas toujours été le cas. C'est donner la possibilité, on va dire, à ce qu'on appelle partie prenante, d'aller voir directement, gratuitement même, la plupart du temps. En plus, c'est moins cher que les auditeurs. Et puis EcoVadis, qui, il y a 2-3 mois, a annoncé qu'il donnait la possibilité aussi, possiblement, on va voir comment ça va se mettre en place, aux salariés des entreprises fournisseurs de pouvoir directement avoir accès à la plateforme qu'ils ont mis en place, etc. Ce qui est aussi un élément de transparence, puisque ça permet d'alerter tout le monde sur un petit truc qui ne va pas, etc., et pouvoir réagir le plus rapidement possible. Alors, troisième thème, c'est l'intelligence artificielle. Alors, c'est encore plus large, si on peut dire ça comme ça. On ne va pas pouvoir tout dire. Non, donc je vais être synthétique sur l'intelligence artificielle. Et choisir un petit peu le sujet. Alors, sur l'intelligence artificielle, quand même, et pardon de le dire d'un point de vue environnemental, on parle souvent, et ça a été dit aussi, climat. Il ne faut pas oublier la thématique de l'eau, et quand on voit les data centers, y compris qui sont en Europe et en France, il y a un vrai sujet sur la ressource en eau. Donc, je pense que c'est très bien que le FIR aussi, ne serait-ce que pour faire de l'awareness autour de ça. Enfin, nous, chez Kering, on le voit comme un outil en fait de performance durable. Donc ça, c'est extrêmement important. C'est un sujet, en fait, l'IA qui est pas nouveau parce que ça fait déjà depuis plusieurs années, on s'est mis à regarder ce sujet-là grâce à François-Henri Pinault, et maintenant on le poursuit avec Luca Demeo qui est aussi très tourné vers ce que peut apporter l'intelligence artificielle. À savoir que, pour pas non plus partir dans tous les sens, dès 2019, au niveau de Kering, on avait monté une factory autour de l'intelligence artificielle pour voir vraiment quel type de projets sont à pousser et quels autres pourraient être un peu plus gadget, mais qui est donc déjà un cadre. On parlait en fait d'éthique, etc. Nous, en 2019, basé en fait sur la réglementation européenne, l'intelligence artificielle, acte européen, on a fait une charte Kering que l'on a fait signer
par l'ensemble de nos CEO, qui était aussi une façon en fait d'aborder ces sujets-là, de leur faire de l'awareness, une prise de conscience. Et de manière en fait très très opérationnelle, pour nous, il y a 3 leviers. Il y en a un qui est sur l'optimisation, vous voyez, par exemple, de nos process industriels. Très rapidement, on voit derrière l'intelligence artificielle un outil qui peut nous aider à prédire les quantités de produits, justement, à produire, à manufacturer pour éviter en fait l'overproduction, la surproduction. Donc ça, ce sont des pilotes autour de l'intelligence artificielle. Ensuite, on parlait de la formation des employés. Ça, c'est quand même clé, qu'ils sachent quand il faut l'utiliser, pas l'utiliser, comment l'utiliser, et pas prompter juste pour écrire 3 lignes. Ce n'est pas une bonne utilisation de l'intelligence artificielle. Pas tomber non plus dans... alors, je suis ingénieure, hein, donc je ne suis pas contre les nouvelles technologies, mais c'est de bien faire prendre conscience que derrière toute nouvelle technologie, il y a du plus, mais il peut y avoir des externalités négatives. Donc, on fait attention à ça. La next step là-dessus, pour nous, c'est d'avoir des expérimentations, voyez, en boutique, ou nos collègues qui sont en boutique, ça peut, pour savoir mieux sur les stocks, etc., répondre à des questions. Donc ça, c'est la next step. Et pour aller très, très vite sur les 3 dimensions qui étaient mentionnées, sur l'aspect humain, remplacement. Alors nous, on ne le voit pas du tout là-dessus, et c'est pour ça, donc je n'y reviendrai pas, qu'on a déjà fait en fait ce travail de voir un peu en fonction des typologies de métiers. On le voit vraiment comme un plus, ce qui ne veut pas dire que, évidemment, et c'est à espérer, qu'il n'y aura pas des gains en termes de productivité dans certains endroits, etc. Mais ce n'est pas un sujet de remplacement. Et quand on est dans le secteur du luxe, c'est souvent la question, est-ce que ça va tuer, vous voyez, la créativité, qu'est-ce que ça va devenir pour tout le secteur créatif? Non, justement, c'est ce côté émotionnel, humain. L'intelligence artificielle, elle a besoin d'être nourrie. Donc, nous, on ne le voit absolument pas comme un remplacement de l'être humain, mais vraiment au contraire d'aider à plus de performance. L'éthique, c'est qui est clé, et dans nos secteurs, on fait tout à fait attention à tout ce qui est biais algorithmique. Ça n'a pas été mentionné, mais ça, c'est quand même extrêmement important. Évidemment, de ne pas développer nos propres langages. Ce n'est pas à vous que je vais expliquer que si on commence à développer nos propres langages, etc., vous consommez plus aussi d'un point de vue environnemental. Et puis, sur le sujet de l'environnement, et ça avait d'ailleurs commencé aussi à la période du Covid, c'est de dire, c'est pas parce qu'on est dans un monde qui est digitalisé que l'ensemble en fait des impacts, on l'évoquait, sur l'eau, sur la biodiversité ou sur l'environnement au global, disparaissent. Quand vous êtes dans des entreprises où ce n'est pas forcément une culture, vous voyez, de culture d'ingénieur ou de culture technique par rapport à d'autres de nos collègues, c'est important de dire l'ensemble des impacts négatifs ne s'évanouissent pas. Voilà, j'ai essayé d'être hyper condensée sur l'intelligence artificielle. Juste, l'intelligence artificielle, la dimension sociale, est-ce qu'il y a déjà des discussions avec des partenaires sociaux sur ce point précis? Quand il y a des présentations, vous voyez, au comité européen, etc., oui, ces sujets-là... Est-ce que ça pourrait conduire à des accords, par exemple, pour aller... À ce stade, je ne peux pas vous dire, mais il y a plein de choses qui sont... Nous, on essaye de présenter de manière régulière tous ces sujets-là devant les différents comités. Moi, je planche mon équipe régulièrement en interne sur ces sujets qui sont, mais on n'a pas le temps d'y aller dans le détail, qui sont vraiment des sujets de transformation et qui sont à voir, voyez, de façon extrêmement globale. Et donc, pour boucler avec la première question, quand on voit que le FIR s'intéresse à ce type de sujet, ça nous aide aussi en interne à l'aborder, pour prendre le mot à la mode, dans une approche holistique, quoi. Et de se dire, ouais, il y a un peu d'environnement, il y a un peu de juridique, parce qu'on n'a pas le temps d'évoquer, mais vous avez tous les sujets de propriété intellectuelle, etc., qui se posent évidemment derrière l'utilisation de ce type d'outils. Très bien. Eh bien, merci beaucoup, Marie-Claire Dazot. Merci, Martial. Merci à tous les intervenants. Il nous reste vraiment 5 minutes pour les questions. Et on me dit qu'il y a une question spécifiquement justement pour Kering. Je ne sais pas si on peut nous la lire. On ne voit personne, tout le monde est en écran. Voilà. Bonjour, alors j'ai activé le micro et la caméra
de Gilles Thomas, donc si jamais il souhaite la poser, sinon je vais la lire. Kering envisage-t-elle de publier son EPNL, donc son PNL environnemental, pour 2025? Sauf erreur, il n'a pas été publié en 2024. Alors, on a oui, on continue de faire des publications, même maintenant, mais plus au travers, on est en train de revoir un peu comment on communique entre ce que l'on met dans le chapitre de la CSRD. C'est vrai que la CSRD nous a amené à revoir un peu la façon dont on communiquait nos résultats pour essayer un peu de grouper tous les éléments. Donc, on le met plus au travers ces éléments quantifiés, au travers de la CSRD pour coller notamment à ce qui a été demandé sur la partie environnementale, qu'elle soit tout particulièrement sur le côté climat, qui était le côté le plus exigeant pour la CSRD. Et pour faire un peu de teasing par rapport à ce qu'on a publié comme document sur les états de durabilité donc 2024, pour les états de durabilité de 2025, on va essayer aussi de le mettre dans un mode un petit peu plus, entre guillemets, communicant, pour que non seulement les spécialistes du sujet arrivent à lire, mais que ça soit aussi quelque chose d'un petit peu plus large. Et on continue à le faire régulièrement, et c'est un outil évidemment pour nous de connaissance pour voir où sont nos impacts. Très bien, merci beaucoup. On a une autre question, Alice? Oui, on a une autre question de Benoît Ostertag qui demande comment Kering met en œuvre le devoir de vigilance dans sa chaîne de sous-traitance, même européenne, car les médias ont soulevé un problème d'ateliers clandestins en Italie avec des salariés mal payés et des conditions de travail dégradées. Alors ça, je pense que je peux y répondre assez vite. Ça fait partie de tout le process que j'évoquais. Il est appliqué au travers en fait de notre relation contractuelle et des audits que nous faisons. Et d'ailleurs, c'est une culture sur cette application qui est worldwide. Peut-être une minute, là, une autre question. C'était tout pour les questions pour Marie-Claire Daveux. N'hésitez pas à lever la main du côté des participants pour que j'active vos micros et caméras. Et sinon, on a une question pour Léopold Legros plutôt. Si on l'a fait maintenant. Oui, on peut, en une minute, si possible. Donc pour Léopold, c'était Stéphane Brabant qui demandait si on ne devrait pas plutôt parler de rémunération décente. Je ne sais pas si... Ah oui. Oui, effectivement. En fait, la question qui a été posée, hein, le terme qui a été utilisé, c'est bien celui de niveau de vie décent, qui est la notion la plus large que celle simplement du salaire, et qui englobe les prestations et les différents dispositifs qui peuvent contribuer à la qualité de vie des travailleurs, donc typiquement la protection sociale, les aides au logement. J'ai pu employer le terme salaire décent simplement comme raccourci lexical un peu inexact, mais la question portait bien sur le niveau de vie décent. Après, c'est vrai qu'il y a peu d'émetteurs, si ce n'est aucun, je crois, qui nous ont fait part de dispositifs annexes purement au salaire qui étaient mis en place sur leur chaîne de valeur. C'est plus quelque chose qu'on voit sur le périmètre propre des entreprises. Ok, merci beaucoup, Léopold. Si vous avez d'autres questions, vous pouvez les envoyer à l'adresse mail engagement@frenchsif.org. L'adresse va être communiquée dans le chat. Vous pouvez nous écrire toutes vos remarques, vos questions, tout ce que vous voulez. Merci à tout le monde d'avoir participé, d'avoir posé des questions. Merci à tous les intervenants, évidemment. Et voilà, on peut clôturer ça ici. Je vous souhaite à tous une très belle après-midi. Et donc, n'hésitez pas à nous envoyer tout ça par mail. Merci. Merci à tous. Au revoir. Merci, au revoir.